Donc, on peut parler de deux types de méditation. Méditation analytique et méditation de concentration. Et à l'intérieur de la catégorie méditation de concentration, il y a la concentration centrée en un point, et puis il y a la concentration instant après instant. La concentration, normalement, dans notre tradition, on entend principalement parler de concentration centrée en un point. Mais il existe également un type de concentration appelé instant après instant. Et c'est ce type de concentration qu'on utilise dans la pratique et de la vision pénétrante. Que tout type, qu'il s'agisse de la vision pénétrante du Theravada ou de la vision pénétrante du Mahayana. Et donc, pour analyser l'esprit, il faut que l'esprit se manifeste. L'esprit doit sortir de la concentration, de l'absorption, et il faut laisser l'esprit se manifester sans distraction, et l'esprit, lui, bouge. Donc, à ce moment-là, il s'agit d'une concentration instant après instant. Donc, dans notre cas, simplement, l'esprit bouge, et plutôt que obsessivement essayer de nous concentrer sur une chose, quand quelque chose s'élève, on en est conscient. Et tant qu'il y a conscience de quoi que ce soit qui s'élève, et attention, et on peut également, donc, dans ce cas, parler de concentration, parce qu'il n'y a pas de distraction. Et on parle alors de concentration instant après instant. Et l'objectif de la concentration, c'est d'arrêter, de stopper les obstacles, de stopper les 5 obstacles. Et dans la concentration centrée en un point, les obstacles sont totalement stoppés. Ils ne sont pas éliminés, mais ils sont complètement stoppés, arrêtés. Et dans la concentration instant après instant, ils ne sont pas complètement stoppés, mais ils sont affaiblis. Et donc ils deviennent faibles. Mais même s'ils sont faibles, ils se manifestent quand même. Donc, concentration instant après instant ou concentration centrée en un point. Donc ça, c'est une catégorie. Et puis, pour la catégorie méditation analytique, là, il y a deux types de méditation analytique. Il y a la méditation analytique conceptuelle. Donc, c'est ce qu'on utilise dans le Lamrim. La méditation de Lamrim est une méditation analytique conceptuelle. Donc là, on réfléchit à quelque chose, on pense à quelque chose, et avec comme objectif de générer un ressenti. Et c'est le but de la méditation du Lamrim, c'est de créer quelque chose. Donc dans la méditation de Lamrim, on crée quelque chose. Et grâce à nos pensées, on arrive à créer un certain ressenti. Donc à travers l'analyse, par exemple sur la précieuse renaissance humaine, et un ressenti, une sensation de joie, de réjouissance, ou alors un sentiment d'urgence quand on médite sur l'impermanence de la mort. Donc on va créer ces états d'esprit. Et ces états d'esprit vont inspirer la pratique, vraiment. Mais quoi qu'il en soit, en général, la méditation de l'Amrim, dans la méditation de l'Amrim, on réfléchit. Ensuite, donc, on a dit qu'il y avait à l'intérieur des méditations analytiques, les méditations analytiques conceptuelles et les méditations analytiques non conceptuelles. Donc là encore, nous on connaît et on fait des méditations analytiques conceptuelles. Dans notre tradition, on met l'accent sur la méditation analytique conceptuelle comme les méditations du Lamrim et sur la méditation de la concentration centrée en un point. Mais ici, il y a de la méditation analytique non conceptuelle. Donc ça, c'est le second type des 7 facteurs de l'éveil.
et l'attention et l'investigation. Donc on observe silencieusement quoi que ce soit qui s'élève, quoi que ce soit qui se passe, se déroule. Et donc, quand on parle de analytique, on appelle cette méditation analytique parce que l'objectif de l'analyse est de voir, pardon, pas de voir, de comprendre. Et normalement, on comprend les choses à travers la pensée. Il y a une manière de comprendre qui est à travers la pensée, mais il y a une autre façon de comprendre en méditation et qui est d'observer ce qui se passe. Et là, il ne s'agit pas d'analyser de manière conceptuelle. Ce n'est pas la façon conventionnelle de vouloir analyser quelque chose. C'est différent. Mais on parle quand même d'analyse. Parce qu'on analyse avec, et à l'esprit, c'est un but de comprendre. On cherche à obtenir la compréhension de ce qui se passe, de ce qui se déroule dans le corps et dans l'esprit. Et donc, c'est non conceptuel. C'est de la méditation analytique non conceptuelle, silencieusement, avec ce facteur mental qui a cette caractéristique. Sati, c'est ce qui tient l'objet. Et donc, puisque ça tient l'objet, qui ne l'oublie pas, donc il n'y a pas de distraction. Et ensuite, en tenant l'objet, et donc si on le tient, on ne l'oublie pas, donc il n'y a pas de distraction. Et ainsi, on crée un esprit non superficiel. Et n'étant pas superficiel, donc ça c'est la 4e qualité, et ben ça amène à la 5e qualité que cet esprit est très clair. Et donc cet esprit peut être dirigé vers n'importe quel objet. Donc on parle de sati. Maintenant, si on parle de toutes ces caractéristiques, et on ne peut plus simplement parler de sati ou de pleine conscience, d'attention, mais on peut parler du pouvoir de l'observation. C'est un pouvoir observant. Cette attention, cette sati, cette mémoire nue, comme on l'appelle également, c'est ce pouvoir observant. Et donc aujourd'hui, on l'a dit, je crois, il y a 1 ou 2 sessions, et la base de shamatha est l'attention. Et de la même manière que l'attention est la base de la vision pénétrante. On utilise l'attention pour shamatha et on utilise l'attention pour investiguer et tout ce qui s'élève et tout ce qui passe. On ne peut pas investiguer sans cette attention. Donc le pouvoir de l'observation est parfois utilisé pour shamatha et d'autres fois est utilisé pour la vision pénétrante. Mais dans les 2 cas, on parle de pouvoir de l'observation. Donc le pouvoir de l'observation, dans shamatha, c'est cette partie de l'esprit qui reconnaît immédiatement la distraction, qui voit distraction, afin qu'on puisse gérer les distractions, les stopper, les laisser se déposer. Donc c'est ce pouvoir observant. Donc dans shamatha, ce pouvoir observant a le pouvoir d'immédiatement identifier les distractions. Et dans la pratique de la vision pénétrante ou de vipassana, donc ce même pouvoir d'observation a la fonction d'observer ce qui se passe. Et donc il n'y a pas et donc shamatha et vipassana ne peuvent pas vraiment coexister parce que étant basé sur le même facteur mental, s'il y a un shamatha vraiment bon, à ce moment-là, il y a également une possibilité, une opportunité de
et vision pénétrante. Et quand il y a vision pénétrante, parce que l'esprit est à ce moment-là, l'esprit devient silencieux, devient calme. Donc shamatha et vipassana essaient de vraiment, dans la pratique de vipassana ou vipassana, quel que soit le nom qu'on lui donne, en fait, il n'y a pas seulement shamatha ou seulement vision pénétrante, parce qu'à chaque fois que l'esprit est calme, silencieux, à chaque fois, il y a aussi vision pénétrante. Et là où il y a vision pénétrante, il y a également paix, calme. Et donc les deux sont vraiment interchangeables. Les deux se soutiennent mutuellement. À cause de ce facteur, de ce pouvoir observant. Et ce qu'on appelle le pouvoir observant, comme on l'a dit à d'autres occasions, est une caractéristique particulière, comme on l'a mentionné, donc comme cette mémoire nue, ou cette simple attention. Et donc l'attention simple a aussi cette dimension de totalité, d'être complète. Il y a une totalité dans la simple attention. Parce que normalement, pour comprendre, si on veut penser quelque chose, même pendant la session par exemple, et si on essaye de trouver un sens, de trouver du sens en se disant mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de m'impliquer dans ça. Et donc, si on n'a pas totalement confiance dans cette manière et qui se contente d'observer, dans cette manière de faire, donc si je me demande mais comment est-ce que je pourrais voir les choses simplement en les observant et sans y penser, mais dans cet type particulier de méditation, donc la pensée, donc dans cette méthode particulière, il faut toujours faire attention aux mots qu'on utilise, mais dans cette... Parce que, et là encore, dans la pratique de la vision pénétrante, on réfléchit, donc il y a la réflexion et sage. C'est pas qu'on ne réfléchit jamais sur rien. On n'est pas supposé simplement se laisser emmener par les pensées. Ce qui est interdit, ce qui n'est pas conseillé, c'est de se laisser emporter par les pensées, mais on peut réfléchir. Mais dans une situation particulière, quand quelque chose est déjà en train de se dérouler, pour comprendre quoi? Pour comprendre des choses particulières, et comme l'impermanence par exemple. Donc comment les choses sont impermanentes et comment les choses sont dépendantes, leur nature de dépendance. Et puis l'impermanence. Donc quand quelque chose se passe, si on commence à penser, en fait, on risque d'obstruer, parce que la caractéristique de l'attention nue, de la simple attention, est de laisser l'expérience parler. Donc c'est une expression, laisser l'expérience parler, par elle-même, pour elle-même. Donc laisser l'expérience parler, plutôt que de l'interrompre, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous racontait une histoire. Et donc à chaque fois, et tout ce dont on fait l'expérience, et on pourrait en parler ainsi en disant que c'est comme si quelqu'un nous racontait une histoire. Mais si quelqu'un nous raconte une histoire et qu'on l'interrompt tout le temps, alors on n'aura jamais une bonne image de l'histoire. Si quelqu'un nous raconte quelque chose, j'ai vu et ils m'ont dit, si à chaque fois on interrompt la personne et qu'on lui pose des questions, on n'aura pas
on n'obtiendra pas l'histoire complète, et puis ça introduira de la confusion. Et donc là, de la même façon, quand la douleur est là, on a une fois, sa sainteté de Dalai Lama, il enseignait, et puis il s'est interrompu. Et il a dit qu'il y avait une chose plus importante à faire que l'enseignement. Donc si on interrompt, par exemple avec la douleur, la compréhension de la nature de la douleur va être interrompue par la lamentation. Si je me lamente en me disant que faire avec cette douleur, peut-être que je pourrais faire ceci, peut-être que je pourrais faire cela. Mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, on ne laisse pas et la douleur parler et raconter son histoire. Hein. Et au lieu de ça, constamment, on interrompt. Donc, l'attention nue, la simple attention, qui n'est pas de l'aversion, hein, c'est pas de l'aversion, c'est pas de l'implication non plus dans l'histoire, c'est pas d'essayer de régler l'histoire, c'est simplement de laisser l'expérience parler. Et donc, quelle histoire va nous raconter la douleur ? Eh bien, on partage tous la même histoire. Hein. Toutes nos douleurs ont la même chose à dire. Je ne suis ici que momentanément. Je m'en vais, donc ne me saisis pas. Et que je sois très douloureuse ou pas, et la douleur ou la colère va nous dire, mais je veux autant m'en aller que toi tu veux t'en aller. Parce que tout ce que je fais, c'est que je m'élève et je me passe et je m'en vais. Exactement comme toi le méditant. Et donc, au lieu, nous, de dire intérieurement, s'il te plaît, douleur, va-t'en, 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 mais en fait, on la saisit parce qu'on s'implique. Et donc, on dit à la douleur, s'il te plaît, va-t'en, c'en est assez. Quoi qu'on dise, il y a la lamentation, en fait, a l'effet inverse de l'effet désiré, c'est qu'on on tient la douleur, on la retient. Et donc, prendre du recul, et c'est du courage. Mais il nous faut également être conscient qu'on traite de petites choses. Et c'est pas seulement 45 minutes et ensuite on va se lever et ça ira mieux. Donc on oublie ça aussi. Et très facilement, on devient obsessionnel et obsédé. Et une petite douleur, on devient cosmique, prend des dimensions cosmiques. Et à ce moment-là, c'est difficile de traiter ou d'observer. Et donc, ce serait une bonne réflexion et rapide et de se dire « Ah, mais de toute façon, la session ne dure que 45 minutes, blablabla. » Et puis ensuite, rester à observer la douleur et de la laisser parler. Est-ce qu'elle croît? Est-ce qu'elle se réduit? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt comme une bulle, fragile, impermanente? C'est ça que la douleur va nous raconter. C'est ça que la douleur va nous raconter. Si on la laisse parler, mais le truc c'est qu'on ne laisse jamais l'expérience parler pour elle-même. Et donc on devient confus et également on ne comprend pas la nature réelle de la douleur. Donc observez silencieusement ce qui se passe avec le pouvoir observant de Sati. Et puis, nous verrons la nature réelle, bon là encore, et le fait qu'elle s'élève, qu'elle passe, qu'elle change. Et puis également le fait que la douleur est toujours nouvelle, en fait. Tout est toujours nouveau. On a une vieille tendance, un vieux schéma, et de nous impliquer dans les choses. Et notre tendance est de saisir. Toujours on saisit. Mais l'expérience elle-même n'est pas vieille, n'est pas ancienne. La douleur n'est pas vieille, elle est nouvelle. C'est un produit. Et il y a de la douleur parce qu'on est assis d'une certaine façon
et qu'on n'est pas habitué à cette manière particulière et donc la douleur s'élève. Mais ce n'est pas une vieille douleur qui soit là, présente quelque part. Donc c'est une douleur et qui vient de s'élever, c'est un attachement qui vient de s'élever, c'est une pensée qui vient de s'élever. Tout ce qui s'élève vient de s'élever. À cause de certaines habitudes, nous avons ces tendances habituelles nous avons tendance pas à toujours faire la même chose, parce que sinon ça contredirait l'impermanence. Et autrement, ce serait comme un manège. Donc nous voyons les choses qui s'élèvent et qui passent, mais en fait, nous les voyons plus comme des choses qui s'élèvent. Oui, on les voit s'élever, mais on a plutôt l'impression qu'elles vont quelque part se cacher, se réfugier, ou enfin qu'elles partent quelque part, et puis que demain elles reviendront, ou plus tard elles reviendront. Et qu'en fait c'est la même douleur, ou c'est qui va revenir, ou qui était déjà là hier. Mais si c'était le cas, quelle serait la signification de l'impermanence? L'impermanence, c'est pas comme un manège qui tourne et tourne et tourne encore, et que ce serait toujours la même chose qui tournerait et tournerait encore. Non, l'impermanence, c'est la naissance, c'est la mort. Et donc, la douleur naît au moment même où on en fait l'expérience. Et quand elle passe, elle est morte, finie, partie. Et puis, c'est une autre douleur qui s'élèvera plus tard, demain, etc. Donc, à chaque fois, tout naît et meurt. Donc, toute chose vient de naître et puis ensuite va mourir. C'est ça l'impermanence, le fait que les choses changent. Et c'est mentionné dans le chapitre sur la patience de Shantideva, et que rien n'est un produit de lui-même. Le bouddhisme réfute l'existence de produits d'eux-mêmes. Mais nous avons l'impression qu'il y a des choses qui se produisent d'elles-mêmes. Donc la douleur serait déjà là, de temps en temps elle partirait, mais il y aurait une racine quand même qui ferait que la douleur va revenir. Donc elle serait autoproduite. Et notre sensation, c'est que c'est une douleur autoproduite. Mais c'est pas possible d'avoir quelque chose qui se produise lui-même, parce que ça contradirait la douleur et donc au du temps où il y a la graine, il n'y a pas encore de pousse. Et puis, pour que la pousse s'élève, il faut que la graine meure. Et donc, le klesha que nous allons générer est dû à l'ignorance et à nos tendances habituelles. Mais quand les kleshas s'élèvent, ils sont des produits. Et donc, ils s'élèvent nouvellement avec, pourrait-on dire, l'intensité habituelle, la dévastation habituelle, etc. Mais ce sont des produits. C'est pas qu'ils soient en train d'attendre quelque part. Souvent, c'est la peur qu'on a. Souvent, je mentionne le facteur colère. Et la colère s'élève à cause de conditions de malheur et puis à cause de certains processus de pensée. Donc, à ce moment-là, la colère s'élève. Mais la pensée elle-même n'est pas la colère. La lamentation ne sont pas la colère. Mais toutes ensemble, ces conditions vont produire la colère. Donc, la colère est un produit. Autrement, elle existerait naturellement. Et parce que nous croyons que la colère existe naturellement, alors c'est pourquoi si on est colérique, alors on va avoir peur et on va se dire « Oh, je suis une personne colérique ». Et donc, l'idée, c'est que quand les conditions ne sont pas là,
il n'y a pas de klesha. Quand les conditions se rassemblent, et il y a klesha. Et donc, à la fois, nous avons des obstacles infinis et aucun obstacle. À la fois, nous avons des kleshas infinis et aucun. Parce que les conditions sont là, eh bien, les obstacles, les kleshas sont là. Mais quand les conditions ne sont pas là, il n'y a pas de klesha et pas d'obstacle. Donc, c'est une production en dépendance. Mais malheureusement, nous avons tendance à confondre et la condition avec le klesha qui va s'élever. Donc, et c'est pour ça que le klesha s'élève, mais pas parce que le klesha est déjà là. Et donc la question est d'être... On sait que dans certains environnements, on se met facilement en colère. Et sinon, s'il n'y a pas cet environnement-là, on ne se met pas en colère. On se met en colère avec certaines personnes, mais pas avec d'autres. On ne se met pas en colère avec tout le monde. Avec certaines personnes, on se met facilement en colère. Avec d'autres personnes, on trouve difficile de se mettre en colère. Parce que, par exemple, il y a un certain respect. On ne rêverait même pas de se mettre en colère. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes. Et c'est la même chose avec les kleshas, etc. Donc, ces kleshas sont tous nouvellement apparus et s'élèvent toujours nouvellement. Mais c'est la saisie qui fait que les choses vont s'élever. Et donc, l'attention nue, la simple attention, c'est laisser parler. Et donc, et voir la nature d'interdépendance et donc l'impermanence, qui sont des conditions, comme j'ai mentionné auparavant. D'abord, l'irritation, ensuite, on en est pleinement conscient, on y est attentif. Et parce qu'on est attentif, on va en connaître la cause. Parce que si on reconnaît qu'il y a colère, à l'instant même où on reconnaît la colère, on va savoir pourquoi. Et sinon, la colère s'élèverait d'elle-même sans aucune condition. Mais le truc, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on reconnaît la colère, on sait pourquoi on est colère. Et ça n'existe pas. Et vous avez déjà entendu quelqu'un dire « je suis en colère, mais je ne sais pas pourquoi ». Et comment pourrait-on dire la chose suivante ? Ça voudrait dire qu'on a beaucoup de confusion. Parce que dès l'instant où on dirige Sati sur la colère, à cet instant même, on sait que pourquoi on est en colère. Donc la colère s'élève parce que s'élève. Je suis en colère parce que la personne à côté de moi bouge. Donc la colère s'est élevée à cause de ça, à cause de l'irritation née du fait que la personne à côté de moi bouge. Donc, et c'est très clair à ce moment-là que la colère s'est élevée pour ça. Donc, et cette colère est un produit, et c'est un produit nouveau, qui est nouvellement produit, qui ne s'est pas élevé. La colère ne s'est pas élevée d'elle-même. La colère n'a pas d'intention, comme Shantideva le dit. Ni la cause c'est pas la cause de la maladie qui a l'intention de produire la maladie. C'est pas la maladie elle-même qui dit je vais être malade. Non, c'est une condition. Donc, et même chose pour la colère. Donc la colère ne pense pas oh j'ai envie d'être en colère ou je vais me mettre en colère. Sinon ça voudrait dire ça. Si c'était pas un produit de quelque chose, si la colère n'était pas le produit de quelque chose. Alors, dans ces cas-là, ça voudrait dire que la colère, à un certain moment, déciderait d'être en colère. Et c'est la colère qui voudrait être en colère. Et alors, dans ce cas, certaines techniques, certaines méthodes pourraient être justifiables. À ce moment-là, on pourrait creuser dans la colère. Mais le truc, c'est qu'il n'y a rien à creuser. Parce que tant que les conditions sont là pour la colère, il y aura toujours colère. Donc, quoi creuser ? Parce que vous allez creuser, et puis peut-être qu'un jour, il y en aura un petit peu moins. Et c'est comme si vous creusiez dans la terre, comme les dinosaures.
la colère, mais la colère, d'une certaine façon, sera toujours là tant que les conditions seront là. Quand les conditions ne seront plus là, il n'y aura plus de colère. Et il est clair, c'est très clair. Quand je dis en blaguant, faites un atelier sur comment gérer la colère. Et quand vous aurez ces méthodes, ces techniques, vous savez, il y a ces méthodes, ces techniques où vous êtes supposé faire sortir votre colère pour l'épuiser. Mais le truc, c'est que si tous les gens qui arrivaient là pour ce week-end voulaient tous gérer leur colère, parce que bon, les gens qui vont à ce week-end, probablement ils pensent que la colère est leur problème, et donc probablement ils vont tous arriver au stage et très, très contents, très heureux, ils vont s'inscrire au stage, et bonjour, et tout le monde va très bien. Mais en même temps, vous pensez que vous êtes en essence en colère, qu'il y a quelque chose qui est présent là. Donc il y a quelque chose qui est là, mais à un certain moment, le thérapeute ou l'instructeur va dire, donc maintenant, il faut qu'on se mette les uns les autres en colère. Donc prenez ce coussin, prenez ce marteau, ou alors commencez à vous insulter les uns les autres. Il faut créer les conditions, non ? Donc il faut créer les conditions pour que la colère ressorte. Et bien sûr, après un certain temps, vous êtes si épuisé que la colère va sortir, parce que c'en est assez. Mais disons que vous faisiez ce type de stage et que vous vous sentiez bien. Et puis qu'ensuite, vous rentrez chez vous, embouteillage, ou quoi que ce soit. La colère monte de nouveau, s'élève de nouveau. Et donc vous êtes dans la voiture, si heureux. Oh, j'ai fait sortir tellement de colère de moi que je me sens soulagé. Et puis quelqu'un vous fait un doigt dans les embouteillages. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? La colère s'élève et à plein. Et puis vous retournez le week-end suivant, le samedi suivant, à un autre stage. Et c'était pas suffisant. Il y avait quelque chose qui restait. Il en restait un peu. Mais bon, il en restera toujours, c'est sans fin. Donc c'est pourquoi la colère est infinie, et puis elle est nulle en même temps. Elle est infinie tant que les conditions sont là, mais elle est nulle quand les conditions ne sont pas là. Et c'est la même chose quand il y a contentement. À ce moment-là, il n'y a pas de conditions pour l'attachement. Mais malheureusement, nous, on crée les conditions parce que c'est une vieille habitude. Et là, on travaille avec les habitudes. Et ce sont sur ces conditions qu'en méditation, qu'on essaye de stopper en méditation. Et ces conditions négatives. Ensuite, donc silencieusement observer, être alerte, l'attention nue, etc. Et puis, alors vous devenez habile. À un certain point, ça devient un peu comme un jeu avec l'esprit. Et donc, comme on le dit dans les sessions, si vous regardez l'esprit, et les distractions ne supportent pas d'être regardées par la pleine conscience. Dès que la pleine conscience est présente, les distractions s'évanouissent et se disparaissent Parce que si on regarde l'esprit devient disons que l'esprit devient très faible. Si on ne fait pas, l'esprit devient très fort. Donc l'esprit, si on l'ignore, c'est pour ça que la relaxation, c'est ce qu'on apprend. Et à travers la méditation, ce qu'on apprend, c'est que la relaxation n'est pas la méditation, n'a rien à voir avec la méditation. C'est la première chose qu'on devrait apprendre.
les gens voient la méditation comme quelque chose qui va vous rendre plus relax, plus serein. Et il y a toujours cette saisie de la sérénité, de ce sentiment paisible et relax. Et c'est ça que les gens attendent de la méditation. Mais les cléchas attendent au coin du bois, et probablement parce qu'ils sont clairvoyants, ils voient que vous avez cette attente d'être relax. Et donc les cléchas se frottent les mains. Super. Et c'est quand nous sommes relax et que les cléchas nous sautent dessus. C'est pour ça qu'on s'assied et le dos droit et pas couché, parce que couché, c'est impossible de méditer. Quand on est relax, bon, j'entends que on a besoin de se relaxer. Mais la relaxation est l'ennemi, le ennemi de la méditation. Bon, c'est agréable, on a besoin de se relaxer. Bien sûr, de temps en temps, on a besoin de se relaxer. Mais nous devons savoir, même si nous avons besoin de nous relaxer, nous devons savoir que le fait d'être relax va rendre l'esprit faible et va affaiblir l'esprit. Et donc, peut-être nous allons nous dire, bon, j'ai trop de lung, je suis trop tendu, donc j'ai besoin de me relaxer. Donc, très bien à ce moment-là. Mais à condition qu'on sache qu'on doit faire attention. Disons que je vais avoir de la musique dans mon esprit. Disons que je vais me raconter une histoire dans mon esprit. Et donc, on a besoin de ça de temps en temps, mais il nous faut être conscient et que la relaxation va avoir cet effet d'affaiblir l'esprit. Quand l'esprit est relax, c'est à ce moment-là que les cléchas prennent le dessus. Et c'est pourquoi, quand on lit les histoires de Makashana et dans le bouddhisme des premiers temps, et donc constamment, une attention constante, et du moment où on se réveille, même pendant le rêve, une attention constante, ne laissant jamais l'esprit se relaxer. Mais bon, là encore, nous devons comprendre que après un certain temps, c'est une habitude d'être éveillé, réveillé. Au début, il y a une tension. Au début, on n'arrive pas à avoir cette attention, on ne peut pas être aussi alerte naturellement, parce que c'est mélangé avec de l'attention et c'est un effort. Mais ensuite, finalement, ça va devenir quelque chose de naturel. Naturellement, et on va être alerte et conscient, pleinement conscient, attentif, et on sera quand même relax. Donc on sera attentif tout en étant relax. C'est une attention sans effort. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'effort, ça veut dire qu'on est relax. Donc c'est une conception erronée qu'il nous faut éliminer, qu'on élimine, de voir que oui, j'ai besoin d'être relax, mais dès qu'on le fait, on va en payer le prix. C'est ce qui se passe pendant les pauses, par exemple. Pendant les pauses, on se relaxe. Et qu'est-ce qui se passe quand on relaxe pendant les pauses? Et on va un peu partout. Et pendant cette demi-heure, on est absent. Et on oublie de revenir. Et on revient Dieu sait quand. Et donc c'est ça le résultat de la relaxation. Et donc comme nous sommes relax, et l'esprit prend le dessus. Quand on est attentif, c'est plus... Quand on est attentif, la distraction est très difficile, va très difficilement s'élever.
Et même chose, quand on n'est pas attentif, le paradoxe, avec les choses matérielles, plus on les regarde et plus elles deviennent claires. Moins on les regarde et moins elles sont claires. Mais avec l'esprit, plus on le regarde, plus il devient clair. Parce que on est relax et à ce moment-là, les passions, l'irritation, donc tout ça, et quand on ne le regarde pas, est très concret, très solide. Mais quand on regarde l'esprit, alors la distraction va disparaître, va passer, s'évanouir, tout s'évanouit. Tout devient insubstantiel. Et finalement, on va voir de plus en plus et que l'esprit n'a pas de couleur, n'a pas de forme. On ne trouve plus on regarde l'esprit, moins on trouve l'esprit. Et moins on regarde l'esprit, plus l'esprit devient puissant. Et moins on regarde l'esprit, plus il devient puissant. Et plus on regarde l'esprit, moins on le trouvera. Quand on regarde l'esprit, et particulièrement dans les méditations Mahamudra, donc quand vous regardez l'esprit, et on ne le voit pas, on ne lui voit ni de forme, ni de couleur, etc. Et donc on comprend c'est ça qu'on voit, ce que l'esprit n'est pas. Donc plus on le regarde, moins on peut lui trouver une substance. On continue à regarder, et on ne trouve pas de concrétude, on ne trouve rien de concret, on ne trouve pas de substance à l'esprit. Par contre, quand on ne regarde pas l'esprit, qu'on est distrait, alors l'esprit devient très concret. Et puis également, comme je l'ai dit dans d'autres occasions, à un certain point, à un certain point, vous avez une certaine relation. Avec l'esprit, vous commencez à construire, il y a un certain dualisme. À un certain point, vous générez un certain dualisme entre vous et l'esprit. Vous, l'observateur, le méditant, et l'esprit. Donc vous êtes attentif et vous voyez toutes ces choses clairement, la distraction, ou le fait qu'il n'y ait pas de distraction, ou quoi que ce soit. Mais il y a l'observateur. Donc, et donc ça devient quelque chose de personnel. À un certain point, ça devient quelque chose de personnel. Moi et l'esprit, ça devient quelque chose de personnel. C'est comme le duo. C'est comme un duo. Comme pour une poignée de dollars. Là, c'est comme un duel. Hein, comme pour une poignée de dollars. Un duel. C'est un duel. À un certain point, on a cette relation avec l'esprit, l'observateur et l'esprit. L'esprit veut s'en aller. L'esprit veut s'en aller et vous lui dites « Non, tu ne peux pas t'en aller. » Parce que vous appliquez l'effort pour que l'esprit reste ici, pour que vous ne soyez pas distrait. Et vous lui dites « Non, tu ne peux pas partir. » Ou l'esprit veut être en colère. Et là, vous êtes là. Et colère. Et quoi que ce soit que vous ayez entendu et retenu des instructions, et vous savez que la colère est comme un feu, et donc il faut lâcher prise. Et donc il y a des moments où la colère s'est élevée, et là, mais où on va se dire « Ah, mais je ne devrais pas être en colère parce que je suis un méditant, je suis en retraite, c'est pas bon pour moi d'être en colère, je ne veux pas être en colère. » Et donc à ce moment-là, il y a ce conflit, où il y a cette irritation. Vous pourriez vous retrouver des millions de fois, en fait, et irrité. Donc il y a certaines conditions qui ont été créées. Il y a la colère, qui veut être en colère et qui ne veut pas être dérangé, et qui clairement veut exploser. Et puis vous, le méditant, vous voulez contrôler. Et donc quand ça monte et ça monte comme ça, comme je l'ai dit à d'autres occasions, à ce moment-là, eh bien, c'est le moment où vous pouvez dire à la colère, d'accord, sois en colère, et regardez immédiatement l'effet que ça va avoir. Que va faire la colère à ce moment-là?
Ou disons que ce soit la distraction. L'esprit veut s'en aller, s'en aller, s'en aller. Et vous essayez de garder l'esprit ici dans le présent. Par tout moyen. Hein. Mais l'esprit, lui, simplement veut partir. Il veut suivre l'histoire. Mais vous êtes très déterminé, vous appliquez beaucoup de diligence. Et donc, il y a la distraction. Il y a une histoire que votre esprit se raconte. Je veux rentrer à la maison, ou ceci, ou cela. Eh bien, seulement à cette occasion particulière, dans cette circonstance particulière, où vous avez tout essayé, tout expérimenté, et à ce moment-là, vous pouvez essayer de dire à l'esprit, d'accord, va-t'en, et regardez ce que va faire l'esprit, regardez s'il part. Comme il est dit dans le Mahamudra, c'est comme un chat. Si vous enfermez un chat dans une pièce, vous fermez la fenêtre, la porte, tout, à ce moment-là, il va péter les plombs. Et le chat pète les plombs. Ensuite, vous ouvrez la porte. Que va faire le chat? Il regarde autour de lui. Tout est ouvert. Et il va quand même rester dans la chambre et dans la pièce et s'endormir. Il a simplement besoin que la porte soit ouverte, mais il ne s'en va pas vraiment. Eh bien, c'est la même chose à cet instant particulier où vous dites à l'esprit « Ok, pars ». Eh bien, l'esprit est comme pris par surprise et puis et va vous répondre « Mais partir, mais où ?» Donc, à un certain point, et bon, il y a un nom contre psychologie ou je sais pas. Si vous lui dites de partir, si vous lui dites de ne pas partir, il veut partir. Mais si vous lui dites de partir, il ne va pas partir. Donc que ce soit l'attachement, que ce soit la colère. Mais vous voyez, le truc, c'est que encore là, vous contrôlez, vous êtes attentif à tout. À l'instant précis où vous dites, d'accord, vas-y, va-t'en. À ce moment-là, vous allez observer qu'il ne va pas partir. Mais ce que vous avez fait, c'est que vous avez relâché l'attention. Et vous voyez que l'esprit ne s'en va pas à ce moment-là. Parce que la colère n'a pas besoin de vous pour être en colère. La colère a besoin de conditions pour être en colère. Et comme on l'a dit plus tôt, si je disais, ok, maintenant, et soyons tous en colère là, mettons-nous tous en colère. Combien d'entre nous vont se mettre en colère? Aucun. Parce qu'il faut créer les conditions. Et donc, dans ce moment particulier, on peut appliquer cette méthode. Et ainsi, on relâche la tension et également on comprend comment l'esprit nous joue des tours constamment. Bon, pendant cette retraite, on n'a pas encore beaucoup couvert les 4 fondements de l'attention. Le facteur des sensations. L'attention des sensations, et c'est un des 5 skandhas. Le skandha des sensations joue un grand rôle. Donc les sensations donc les sensations, c'est ce qui ressent. Mais pour nous, nous percevons
Donc c'est ce qui ressent, ce qui est ressenti. Et donc les sensations, pas dans le sens de sentiment, mais vraiment les sensations. Donc il y a des sensations agréables, désagréables ou neutres qui vont causer de l'attachement, de l'aversion ou de l'indifférence. Donc on est indifférent aux sensations neutres, on réagit avec de la colère, de l'aversion aux sensations désagréables et on réagit avec désir, avec attachement aux sensations agréables. Et donc on est conscient de ce facteur particulier, de cette expérience. Et qui normalement est attribué au jeu qui lui ressentirait. Et donc, on attribue cette qualité qui appartient au facteur mental lui-même, on l'attribue au soi. Et donc, en fait, c'est l'attention qui est attentive, c'est pas le soi. C'est la conscience qui est consciente, c'est pas le soi. Mais pour nous, et ça paraît comme si c'était le soi qui serait l'expérimentateur, celui qui fait l'expérience de tout cela. Et donc avec les sensations, ce qui est ressenti, c'est la sensation qui ressent. La sensation, c'est l'expérience de sentir elle-même, donc quelque chose d'agréable, de désagréable ou de neutre. Mais pour nous, nous percevons que c'est quelque chose qui est ressenti par le soi. Et donc ce serait le soi qui ressentirait la sensation. Et donc la sensation devient l'objet ressenti plutôt que ce qu'elle est vraiment, qui est de celle que ressent. Mais pour nous, c'est donc en fait la sensation ressent, mais parce que nous on a déjà attribué cela au soi, eh bien, il nous semble que c'est le soi qui ressent la sensation, et donc la sensation devient l'objet ressenti, agréable, désagréable ou neutre. Et donc, pour nous, c'est justifiable du coup. Et du coup, ça a du sens de saisir ou d'avoir de l'aversion, parce que c'est ressenti. Et donc, quand quelque chose est ressenti, eh ben, il nous paraît juste de générer de l'aversion si c'est désagréable. Parce que c'est ressenti, ça a du sens de la rejeter. Si c'est ressenti comme quelque chose de très douloureux, ben ça a complètement du sens d'avoir cette réaction d'aversion. Si et on ressent la chose comme agréable, ça a complètement du sens de vouloir la posséder. Mais si on sait, si on reconnaît que c'est simplement la sensation elle-même qui ressent et qu'il n'y a personne derrière, et que la sensation n'est pas l'objet qui est ressenti, alors l'expérience alors on aura une perception différente de ce facteur mental. Et puis, avec en plus de tout ça, l'impermanence. Donc c'est pas seulement ce qui est ressenti, mais c'est également l'impermanence. Et comme on l'a dit, et la sensation est comme un oiseau qui ne laisse pas de traces derrière lui dans le ciel, ou comme le dit le Bouddha, comme une bulle d'eau, et comme une bulle d'eau dans le sens où la sensation va se briser et où la sensation donc, a été aussi décrite comme un bananier ou comme une bulle d'eau ou comme une fantaisie, un rêve, une illusion. La perception comme un mirage et le skandha de la forme comme insubstantiel. Et donc la sensation, quand on la regarde avec le facteur mental
et de l'attention, à ce moment-là, comme je l'ai dit auparavant, la sensation va se briser. Et alors que l'intention est le karma causal, la sensation est le karma résultant. Le karma est résultant. Donc c'est ainsi qu'on l'explique dans le Mahayana. Et dans le Mahayana ou dans le bouddhisme tibétain, toute sensation agréable, désagréable est due à un karma passé. Et parce que c'est du karma, on ne peut pas la changer. Et donc la chose la plus sage à faire avec les sensations est de simplement les accepter. Particulièrement si c'est une sensation désagréable ou douloureuse, à ce moment-là, et laissez-la être telle qu'elle est et ne créez pas de nouveau karma. Si la sensation est désagréable, ne créez pas de nouveau karma en générant de l'aversion. Et que ce soit une action, et ne créez pas avec cette aversion une action physique, verbale ou mentale en réagissant à cette sensation douloureuse ou désagréable. Et si c'est une sensation agréable, ben la même chose. Parce que quand quelque chose a mûri, vous ne pouvez pas le changer. Donc la seule chose à faire, c'est de l'accepter. Et donc laisser la sensation telle qu'elle est, afin de ne pas créer, afin de ne laisser aucune trace de désir ou aucune trace karmique. Et donc on est attentif aux sensations, on les laisse telles qu'elles sont. Simplement, elles s'élèvent et elles passent. Je crois que c'est tout pour ce soir. Pardon, une autre chose. Et bien sûr, la retraite se termine après-demain matin. La retraite se termine après-demain matin. Et donc, c'est très important comment on termine une retraite. Vers la fin de la retraite, l'esprit sait. L'esprit le sait et donc peut facilement devenir agité, distrait. Probablement, mentalement, on a déjà fait tous nos bagages. Sous le lit, tout est plié. Et donc, déballez de nouveau vos valises et remettez tout et sur le lit ou dans le tiroir. Et l'attitude, c'est d'être comme si c'était le premier jour. Bon, c'est pas facile parce que vous savez que c'est pas le premier jour, mais la même chose que le premier jour. Discipline, assise, marche, toutes les 2 marches du matin, l'assise, etc.